Quand on vous parle de fantômes, de revenants, n'allez pas tout de suite ouvrir l'armoire à pharmacie, il faut mieux ouvrir vos oreilles. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Parce que c'est très actuel, comment on parle de guerre aujourd'hui, et plus précisément avec les enfants. Comment accueillir des enfants et des adolescents qui ont vécu ou vivent la guerre, la douleur, l'errance, la rue. Et donc, comment penser l'importance de l'accueil et du suivi des patients dont la culture nous est étrangère. En cela, la psychanalyse comme l'anthropologie peuvent amener des débuts de réponses et alimenter les questions à se poser concernant l'accès de chacun aux soins. Il s'agit en effet d'être attentif à ne pas enfermer les patients dans des prototypes de leur culture en étant par exemple fascinés par la sorcellerie ou les fantômes, au point de ne plus entendre ce que l'autre nous raconte et nous partage. À l'initiative de la création du SAMU social pour les enfants des rues à Bamako, Olivier Douville est bien placé pour nous en parler. Entre son investissement durant 40 ans à l'hôpital de Villévrard et ses nombreux voyages qui le passionnent dans d'autres villes un peu partout comme il le dit, il nous permet une approche clinique auprès des adolescents en errance, des grands exclus ou encore des enfants des rues ou des enfants soldats. Clinicien formé en l'anthropologie et psychanalyste à Paris, Olivier Douville nous partage également son parcours en tant qu'universitaire tout-terrain, directeur de revue, mais également passionné de jazz, qui aime à dénicher des disques rares pour les faire écouter aux autres. Parce que sa réputation le précède autant que sa rigueur lorsqu'il partage sa clinique ou qu'il enseigne, suivez maintenant le récit et les nombreuses rencontres, tant professionnelles que personnelles, d'Olivier Douville entre Paris et Bamako. Olivier Douville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation, vous entendre. Merci d'être venu de Lille jusqu'ici. Et oui, jusque chez vous. Formidable. Pour retracer votre histoire, votre parcours, ce qui vous anime aujourd'hui, pour parler peut-être aussi, sûrement, de vos publications actuelles. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter ? Olivier Douville, psychanalyste, Paris et quelques autres villes, un peu partout, mais j'exerce à Paris. Psychologue clinicien de formation, psychanalyse, 6 ans de cure. J'expliquerai pourquoi. Je peux dire que ce sont les patients psychotiques de Villévrard qui m'ont expédié sur un divan après avoir fait 2 ans de psychodrame analytique. J'indique donc que je suis à la retraite maintenant, psychologue à l'hôpital de Villévrard où j'ai travaillé 40 ans. Voilà. On pense souvent que Douville, il est à droite, à gauche. Voilà, s'il n'est pas en Roumanie, il est en Bulgarie. C'est pas en Bulgarie, il est au Brésil. C'est pas au Brésil, il est peut-être en Mandchourie. Mais j'ai passé 40 ans dans le même endroit. Puis, universitaire. Donc, j'ai goûté les plaisirs et les peines de l'université, les joies et les ennuis de l'université, l'affect d'ennui. À Rennes, où j'étais fort bien reçu par Loïc Villerbu, qui m'a permis d'enseigner ce que je voulais, et à Nanterre, où j'ai dû me battre pour enseigner ce qui me tenait à cœur. Installé à Paris, là où je suis, là où je vous parle, depuis 1988, et ayant tenté avec des succès divers, mais parfois c'était concluant, l'approche clinique en direction des adolescents en errance, des grands exclus. Là, ma rencontre avec Xavier Emmanueli fut absolument décisive,
Et toujours avec Xavier Emmanuelli, j'ai installé en Afrique, à Bamako, le SAMU social, en direction de ce que l'on appelle communément les enfants des rues, ce qui m'a amené à rencontrer parfois des enfants pris dans les tumultes de la guerre, rescapés des guerres du Sierra Leone, rescapés des guerres du Libéria, que j'ai écoutés, que j'ai soignés, qui étaient dans un état de dépendance toxique souvent extrêmement poussée. Voilà. Que vous dire d'autre ? J'ai une marotte, c'est de créer des revues. Alors j'en ai créé plusieurs. Sur un terrain un peu loin, pour qui aime cloisonner, ce qui n'est pas mon cas, j'aime pas ça. Les cahiers des anneaux de la mémoire, que j'ai créé à Dakar, il y a 20 ans de cela, avec Jean-Marc Massot, mon ami antillais, poète et psychanalyste Hugues Liborel-Pochot, une grande dame des Antilles, Dany Bebel-Gisler, qui avait monté les écoles carrées. On apprenait le créole, le français, l'espagnol et l'anglais. C'est un projet porteur. Et c'était une revue consacrée à la traite négrière, mais aussi, je dirais, aux héritages psychiques de cette affaire-là. J'ai également monté en Afrique avec mon ami regretté, très très grand ami, Nyangiri Kanté, que j'avais rencontré il y a fort longtemps, à Maastricht, puisque j'avais participé à un truc qui a eu aucun avenir comme expert à 3 journées d'études sur santé mentale et pays en voie de développement. Et j'avais rencontré Kanté, je l'ai retrouvé à Bamako. Et comme moi, mon truc, c'est de dire il faut faire une revue. on a créé la Revue africaine des sciences sociales et de la santé publique, la RASP, dont je suis co-rédacteur en chef maintenant avec des camarades africains et dont le fils de Nyangiri, Massiré Kanté, s'occupe avec un sérieux, un dévouement et un humour aussi. C'est une condition inévitable. Si un jour, parmi mes auditeurs, quelques esprits illuminés ou infortunés veulent créer une revue, entourez-vous tout de suite de gens qui ont de l'humour. Parce que ça, c'est pas possible autrement. Voilà, j'ai repris à la demande de Claude Revaud-Dallon, donc ça fait un bail, la revue Psychologie clinique, oui, qui continue vaille que vaille en étant totalement indépendante. Et puis je suis dans diverses revues, dont notre très chère Clinique méditerranéenne, et je suis aussi à la rédaction de l'évolution psychiatrique. Voilà, ça c'est un symptôme, on va dire. Je crois que je sais y faire avec, mais enfin ça me prend du temps. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler du commencement de cette histoire, c'est-à-dire la première fois que vous avez entendu parler psychanalyse, qu'est-ce qui vous a interpellé, le contexte ? La première fois que j'ai entendu parler de psychanalyse. Alors, c'était grâce à un cinéaste américain, John Huston, dans un film qui a un nom français un peu comme ça, un peu voici, France Dimanche, Freud, Passion secrète, avec l'extraordinaire Montgomery Clift, que le tournage a rendu complètement névrosé. Et là, comme j'avais un père assez cinéphile, j'ai dû incurgiter ce film, qui n'est pas le meilleur du style, loin s'en faut, quand j'avais entre 10 et 11 ans. Donc, j'aimais beaucoup ce film. Peut-être parce qu'on y parlait de sexualité féminine, je ne sais pas, oui, peut-être. Et je l'ai vu plusieurs fois. Ensuite, j'ai entendu parler de Freud dans mes études au lycée Paul-Éluard, parce que je suis un gosse du 80. Enfin, j'ai été élevé à la campagne, on a pas mal déménagé, mais là, où je me suis vraiment territorialisé, à l'âge de 11 ans, c'est le 9 cube, comme on dit, à Saint-Denis, on avait le lycée Paul-Éluard, qui a été inauguré par Aragon himself. Et là, on parlait un peu de Freud en terminale, d'une façon extrêmement grossière, mais enfin, on en parlait. Bon. Et ensuite, bien sûr, curiosité d'abord intellectuelle, comme une petite confidence, mais pour payer mes études, parce que c'était comme ça. Bon, il fallait que je paye mes études de moi-même. C'était à la fois un choix et une nécessité. J'étais instit et j'écoutais des cours, par gentillesse, je dirais pas de qui, à l'université à Paris 13 Villetaneuse, où on nous expliquait que le psychisme, c'était le moi qui était un peu le gardien du troupeau,
le surmoi qui était un agent un peu trop sévère, et le ça qui foutait le bordel. Donc j'en avais un petit peu assez d'entendre des ritournelles aussi constipées, aussi consternantes, et je me faufilais à mes moments de libre pour écouter Lacan et Lévi-Strauss. Dire que j'y comprenais quelque chose serait faux, quoi, et prétentieux, mais au moins j'avais l'impression que ça me parlait. Voilà. Tiens, moi j'ai fait mes études en ligne droite sans problème, un peu, vous savez, comme un peu de façon un peu abrutie, quoi. Pas de questions, pas de problème. Même si j'ai très peu fréquenté la fac parce que j'étais un site et que ça me fatiguait pendant 3 ans. Hein. Et puis après une période, j'ai voyagé. D'ailleurs, j'ai fait mon stage de psychologue à Dakar. J'ai à peu près tout appris. Votre premier stage? Ah oui. Non, mon tout premier stage, je l'ai fait dans le service du professeur Gorsex à l'hôpital Fernand Vidal, tout près de la gare du Nord. Oui. À un moment où les personnes qui étaient complètement shootées, intoxiquées à l'héroïne, mais vraiment tombaient comme des mouches. Donc en 2 mois de stage, j'ai vu des gens avec qui je m'attachais un peu comme ça. Et ça, il y a eu 14 morts. C'était insupportable. Quoi. Pour un premier stage? Insupportable. Et donc j'en ai eu assez. Et j'ai rencontré Madame Nina Rauch de Traubenberg. Voilà, le vacarme de la montagne au raisin, c'est traduit littéralement. En qui j'ai trouvé une personne assez remarquable. Lors des circonstances épouvantables qui ont causé la mort de Malik Oussekine, par exemple, il y avait un colloque sur le TAT. Je m'intéressais beaucoup à ces bricoles, maintenant plus tellement, n'est-ce pas ? Et elle avait demandé 1 minute de silence, ce qui a fait frémir quelques rangs bien constipés, je veux dire. Et Nina Rauch me disait il faut aller à l'étranger. Alors pour moi, l'étranger, depuis petit, c'était l'Afrique, pour des raisons interminables. Patiemment reconstruite en analyse, peut-être que je me suis raconté aussi des causalités forcées. Et donc, je suis parti à Dakar. Pour le deuxième stage. Pour le vrai stage. Le vrai stage. Le vrai stage. Alors, à mon retour, j'ai un petit peu musardé, j'ai un petit peu voyagé encore. Je suis reparti en Afghanistan, par exemple, par la route. Enfin, bon, bref. Pour des voyages, la plus pour des stages. Comme ça, pour bouger, oui. Et à mon retour, j'ai une amie qui me dit, il y a un mi-poste à Villévrard, est-ce que tu veux le prendre ? Bien sûr. Et voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et l'idée, c'était de faire du psychodrame analytique. On l'a jamais fait. Et donc, je me suis dit, il faut que je me forme. Alors, je vais en psychodrame analytique. Sur Paris ? À Paris, oui, boulevard Arago. Un groupe dirigé par 2 personnes extraordinairement libres, généreuse et rigoureuse, Simone Blajan-Marcus et Louis de la Roberti. Et là, je commence à faire du psychodrame analytique. J'avais la trouille, quoi. Et puis j'ai quitté ce psychodrame analytique au bout de 2 ans. Et j'ai commencé mon analyse avec Madame Bittner, Nadine Bittner, pendant 7 ans. Voilà. Et après, je me suis installé. Quelques temps après, voilà. Donc votre analyse a commencé après vos études. Les questions ont commencé à la fin des études. J'avais une connaissance pseudo-intellectuelle. Enfin, je lisais Freud avec gourmandise, comme autrefois gosse, je lisais Hugo ou Dumas, ou même Georges Sand, que je vénère. Mais c'est le contact avec les patients. Parce que souvent on dit, ce qui est une connerie, parce que les psychotiques n'ont pas d'appétence pour le transfert, c'est bien tout le contraire. Le transfert leur est parfois irrésistible. Mais alors, quelles compétences ils ont aussi pour envoyer leur thérapeute sur un divan, ça ils sont très forts. Alors, vous nous avez donné beaucoup de noms importants. Est-ce qu'il y a, sans donner de nom cette fois, une rencontre avec un patient qui a été déterminante ou marquante ou que vous aimeriez partager ? C'était un peu pittoresque. J'arrive dans un pavillon, ils avaient une psychologue, mais qui venait peut-être 1 heure par semaine. Donc, c'était un peu une apparition comme ça, discrète, fuligineuse, qui apparaissait aux infirmiers dans toute son incongruité. Hein. Et moi, non. Moi, je travaillais plusieurs demi-journées. J'avais mis temps qu'à vite trouver ces extensions, puis qu'après, c'est rétréci quand j'ai été titularisé à la fac, à Rennes.
Et donc, pour eux, le psychologue, c'était du superflu pittoresque. Voilà, ils trouvaient sympa, mais je ne savais pas trop à quoi je servais. Moi non plus. Et puis, c'était un nouveau service qui avait été dirigé, à l'époque, elle n'est plus de ce monde, par Madame le docteur Saladin, qui, après son divorce, est devenu le docteur Goujon, récupérant son nom de jeune fille, qui était quelqu'un de très abrupt, mais pour qui la psychanalyse comptait énormément. Et on avait hérité de tout ce dont les autres services ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déficitaires, on avait même des patients qui semblaient sortis d'une pouponnière, bon. Et puis des chroniques. Chroniques qui foutaient la paix au monde parce qu'ils disaient plus rien, quoi. Et moi, j'étais fasciné par un homme avec une chevelure argentée, le côté un peu bleu acier de ses prunelles et l'air toujours concentré sur ce qui se passait entre ses troupeaux. Et je me suis dit, il faut que j'en connaisse quelque chose de ce type-là. Et les infirmiers me disaient, non, mais il est gentil, ce qui prouvait qu'il s'en occupait pas très bien. Et il ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. Et moi, évidemment, vous savez, quand j'ai commencé, j'avais 23, 24 ans, voilà. On sent qu'on vous lance un défi. Voilà. Il n'est pas un mot, il va parler avec moi. Bon, alors je prends ma chaise, je m'assieds à côté de lui, pendant 1 heure. Pas un mot. Pendant plus d'un trimestre, pas un mot. Et les infirmiers qui savaient maintenant que le psychologue était complètement dingo, hein, mais que lui aussi faisait pas de bruit puisqu'il était assis silencieusement à côté d'un patient qui était assis silencieusement. Il avait les 2 mutiques, l'un qui était salarié, l'autre qui était médiqué. Pourquoi pas, après tout, c'était pas le psychologue qui allait les emmerder vu qu'il était sur une chaise à pas dire un mot. Bon. Mais j'avais aussi obtenu un bureau, ce que j'ai très peu utilisé, parce que bon, c'est autre chose. Moi, j'aime pas les bureaux. Et puis quand j'ai dit aux infirmiers, écoutez, vous êtes bien mignons, vous avez mis une table entre mes fauteuils entre mon fauteuil et les patients, moi je veux pas de table, on va virer ça. Donc, ma réputation de fantaisiste a été complètement scellée avec ce refus de la table dans mon bureau. Enfin bon, bref. Et au bout de 3 mois, patient, j'ai écrit là-dessus, je l'ai prénommé Pierre, et devant la porte de mon bureau. Je ne veux pas dans le hall, je m'inquiète, je m'affole, où est-il ? Il est devant la porte de mon bureau. Donc, je le fais rentrer, etc. Et il me regarde, il dit, ce matin, j'ai lavé la table avec une éponge. La table de Formica avec une éponge. Alors, à la fois, j'étais scotché, ce mutique me parle, hein, et à la fois, j'étais déçu du programme. Il me parle, mais il pourrait quand même, au bout de 15 ans de silence, me parler de Formica et de... L'éponge. C'est bien, on a le contact, mais l'émission, c'est pas trop terrible. Hein. Et je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas lui dire c'est bien de nettoyer une table. Alors je me tais, et là il vient vers moi, il me tape sur l'épaule. Il dit Dieu m'a vexé en faisant exploser la planète Quintilien. Quintilien était un grammairien. Il dit mais il faut qu'on parle de ça. Il fait on regarde. Là c'était absolument extraordinaire. Il me dit ouais, vous avez l'air sport. Je suis d'accord. C'est lui qui parle. Je suis d'accord, vous êtes là le lundi, le jeudi et le vendredi. Je suis d'accord pour que vous puissiez me parler, fit-il, le lundi, le jeudi et le vendredi. Et ça, c'est une relation thérapeutique que je ne peux pas rencontrer dans tous les menus détails, mais qui a duré 15 ans avec ce patient tout à fait paraphrène et par ailleurs d'une culture saisissante et extrêmement émouvant. Voilà. Ça, c'était de l'ordre de la rencontre. Ah oui, non, mais vous voulez, c'est mes maîtres en psychiatrie. Il y a des grands psychiatres que je lis avec passion. Dans les classiques, un peu moins dans les modernes. J'ai jamais pris mon pied à lire le DSM. Mais mes maîtres en psychiatrie, c'est des personnes de cette acabine. Voilà. Et alors, quand arrive la fac dans ce parcours, ou en tout cas, peut-être c'est différent, mais le désir d'écrire? Alors, le désir d'écrire, c'est depuis que je suis gosse. J'écrivais des poésies à tire-larigot, voilà.
De la bon poésie oedipien, c'était pour faire plaisir à maman, mais ça dans ta cuisine, entre le sel, le poivre, le bouquet de laurier et le bocal de poisson rouge. J'ai toujours énormément écrit. J'ai écrit une pièce de théâtre quand j'avais 8 ans sur la Révolution française. Si je n'avais pas l'écriture, invraisemblable. Bon, la fac, j'ai été chargé de cours en 79, j'avais 25 ans. Parce qu'il y avait un désir de transmission. Il y avait deux choses. Il y avait le désir de transmission, le fait que j'étais très flatté, très honoré, le désir un peu de me hisser, voilà, vers ce que je fantasmais comme une classe très, très évoluée, très, très, très bourgeoise, très friquée. Ce que je fantasmais, parce qu'on est un peu lumpen à l'université. Et puis, bon, ce désir de transmission, peut-être je l'ai eu, puisque pour payer mes études, j'ai fait un stit. Hein. Eh oui. Mes premiers contacts avec la fac, j'étais le bouche-trou, quoi. J'étais le chargé de cours, donc il manquait quelqu'un pour parler du théâtre, il n'y a pas de problème. Je connais mon affaire. Il manquait quelqu'un pour parler de la psychanalyse aux premières années, je pouvais y aller. Bon, j'ai fait du tout-terrain. Ah oui. Voilà. J'ai fait du tout-terrain. Après, j'ai fait ma thèse sur les adolescents maghrébins de la deuxième génération. On parle encore de deuxième génération. Ma thèse, je l'ai soutenue en 82. Donc. Et cette thèse m'a permis deux rencontres, on va dire. Une rencontre avec Fethi Ben Slama, qui était juvénile, encore inconnu, et qui animait un des premiers groupes de recherche, sinon le premier groupe, que Claude Revaud-Dallon avait mis en place à l'université Paris 7, qui était à Censier. Elle l'avait mis en place par fidélité à sa grande copine Germaine Tillon. Et elle avait, parmi ses étudiants, Fethi Ben Slama, qui a groupé autour de lui un certain nombre de thésards ou de futurs thésards ou de voulant être thésards, maghrébins. Puis ils ont vu arriver un Gaulois. Pourquoi je suis venu là-dedans? C'est Claude qui m'a dit ça. Parce que mon premier texte clinique, qui ponctue une thèse qui n'était pas clinique, qui était en psychosocial, et que je ne pourrais pas relire de peur de périr d'ennui, mais ça se terminait par une rencontre clinique avec un adolescent, un jeune adulte de famille d'origine algérienne, dont le père avait soigné sa sinistrose, c'est-à-dire cette conviction d'être physiquement endommagé après un accident du travail, même lorsque la réparation du corps s'est mise en place, il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc, ma directrice de thèse, qui est une psychologue pur sucre, Yvonne Castellan, m'avait dit « Mais je vais parler de vous à Claude Revaud-Dallon ». Et j'envoie donc mon texte à Fethi, qui aussitôt me dit « Venez dans le groupe ». Voilà. Puis, on se tutoyait. Et du reste, c'est juste pittoresque, mais c'est un pittoresque que j'aime bien. Mon premier texte publié, c'est un interview en tunisien, qui est paru à Tunis, dans une revue que j'aimerais bien retrouver. Ah. Moi, je range pas. Enfin, moi, je suis pas très attaché à mes archives. Voilà. Il y a des choses. Ça va le dingue quand je les ménage. C'est dommage maintenant que je suis devenu un peu tamponné par l'âge. Je regrette ma désinvolture juvénile. Mais enfin, bon, il y a des trucs comme ça. À tort ou à raison, on s'en débarrasse. L'écriture de la thèse, ça a été un pensum. C'est écrit avec un marteau et une truelle. Enfin, c'est absolument épouvantable. Sauf la partie clinique. La partie clinique, elle a, à défaut d'avoir une élégance, elle a au moins une tenue. Alors, j'ai écrit d'une part, parce que comme j'étais au labo de Claude Revaud-Dallon, qui avait réussi à faire vivre un manteau d'arlequin, vraiment des gens de tendance absolument différente, mais qui se respectaient, sur certains clivages, il fallait écrire. Alors, j'ai commencé à écrire sur le Rorschach, truc que j'aime bien la phénoménologie. Donc, bon. Et puis, peu à peu, j'ai écrit... j'ai envoyé des textes sans aucun espoir de les voir paraître à l'information psychiatrique, et ça a été retenu, voilà, etc., etc. Des textes cliniques alors, plutôt? C'était sur la sinistrose, c'était sur ce cas-là. D'accord. La sinistrose, oui. Oui, sur la sinistrose, ça a été retenu, oui. Puis d'autres. Puis voilà, ça continuait, l'engrenage.
Et là, votre place à l'université a été pérennisée en quelque sorte. Ma place à l'université, en tant que chargé de cours, j'étais un bouche-trou. Voilà. Un peu de luxe, comme j'étais tout terrain. Dès qu'il y avait un trou, on était sûr pour le remplir. Bon. Ensuite, j'y croyais pas. Moi, je pensais pas faire du tout un parcours, parce que carrière, on fait une carrière époustouflante. À la fac, je pensais pas trop. C'est par quelqu'un qui a fait de la psycholinguistique et qui s'appelle Geneviève Vermès que je suis rentré dans un petit conglomérat de chercheurs qui s'appelait le PAI, c'est joli ça. Psychologie, anthropologie interculturelle. C'était la tendance Camilleri, tout ça. On n'est pas vraiment les deux pieds dans la psychanalyse. Et je me souviens que là, ça m'a vraiment fait travailler, mais en même temps, je travaillais ça aussi en analyse sur l'interlangue, etc. Pour la remise dans le contexte, à ce moment-là, vous alliez au séminaire de Lacan. Comment ça se passe? J'ai fréquenté le séminaire de Lacan très peu. Lacan est mort quand j'ai commencé mon analyse. Enfin, c'est une façon de dater, hein, enfin, peu de temps après, il est mort en 80, je crois. J'allais de temps en temps, un peu dilettante, un peu flâneur. Séminaire de Lacan, aux leçons au Collège de France de Claude, Lévi-Strauss, écouter Barthes, écouter Foucault aussi. Mais j'avais l'impression que c'était pas mon monde quand même. Donc j'étais un peu comme les gamins qui ont peur de se jeter à l'eau et qui mettent leurs pieds dans la flotte à la piscine. Alors je trempais beaucoup mes pieds, mais je plongeais pas la tête, quoi. C'est-à-dire vous n'étiez pas assidu à ces séminaires-là? Non, j'étais addict à suivre un séminaire ou un meneur d'idées, mais Lacan, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais plus tard, ça, on est dans mes années de formation, quoi. Oui, voilà. Ça c'est dans l'après-coup. Ouais, complètement. Et parallèlement, donc vous continuez votre travail de clinicien. Ah oui. Avec des thèmes qui me semblent importants, sur lesquels vous avez publié justement, qui sont l'exil, l'exclusion, ou alors peut-être que ça arrive plutôt après, ces thèmes-là. Non, alors, si je fais un petit repérage chronologique, je ne peux le faire sans préciser au départ quelque chose. C'est que Willévrard, c'est la psychiatrie généraliste. Voilà. Traversée par des grands débats. Par exemple, fin des années 80, est-ce qu'on peut recevoir les toxicomanes? Voilà, des débats immenses. Bon. Est-ce qu'il faut des pavillons mixtes? Débat immense. Bon. Est-ce qu'on peut avoir des pavillons ouverts? Débat immense. Qu'est-ce qu'on va inventer? Dans le service, c'était la pénurie totale. Qu'est-ce qu'on va inventer comme structure intermédiaire? Débat immense. Bon, moi j'aime les débats, surtout quand ils sont immenses. Alors, évidemment, je commence à renifler qu'il y a des trucs qui se passent du côté de la psychothérapie institutionnelle. Et Michel Cadoret, qui m'avait alpagué pour l'information psychiatrique, pour mon article sur la sinistrose et qui m'a pas lâché. Et tant mieux. Elle était très liée à Demangea, aux Croix-Marines, etc. Donc j'étais toujours dans ces trucs-là, quoi. Tout le temps, j'allais à Bordeaux avec Demangea. À Willévrard, comme il savait, j'en ai jamais fait mystère, que, elle a commencé vraiment à bosser en Afrique où j'ai reçu des patients. Henri Colomb, c'était sa dernière année d'exercice, après il est parti mourir à Nice. M'avait confié des patients, quoi. Comme je travaillais dans le secteur 10 de Willévrard, alors dirigé par le docteur Goujon, puis par le docteur, des tas de docteurs différents, n'est-ce pas? Tout d'un coup, alors, j'étais ambivalent, c'était intéressant, en même temps, j'avais pas envie d'être cantonné dans ce truc-là. Je suis devenu le spécialiste des Africains. Et Montreuil est la 4e ville Bambara au monde, après Bamako, après Bamako, Ségou et une autre ville, qu'importe. Donc là, oui, forcément, mon dialogue avec l'anthropologie, oui, c'est un thème important. Avec l'ethnopsychiatrie, j'étais très rétif. Très rétif. Pourquoi ça? D'une part parce que je les trouvais pas très sérieux, dans la mesure où sous prétexte de culture, ils réunissaient des étudiants comme si chaque étudiant était expert de sa culture, et qu'ensuite ils étaient complètement fascinés par la sorcellerie. Voilà. Ce qui explique pourquoi, à Bobigny, me disait mon ami Baba Koumaré, qui est le grand ponte de la psychiatrie à Bamako, à Bobigny, on a créé 10 fois plus d'enfants ancêtres que dans tout le bassin de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'étais un peu réticent.
Bon. J'ai entretenu des polémiques qui maintenant sont datées. Les usages, on va dire, effrénés à une certaine identité culturelle des peuples se retrouvent beaucoup plus dans les revendications indigénistes primaires, parce qu'il y a évidemment des choses très intéressantes dans le décolonial, ça c'est autre chose, en psychiatrie, et que sous le nom d'ethnopsychiatrie, on voit des pratiques tout à fait divergentes. Dans sa pratique de Toby Nathan, qui est... j'ai des réserves. En tant qu'écrivain, il est bon. En tant qu'écrivain de polar, c'est une bonne plume. Voilà, c'est... Mais concernant ses écrits sur l'ethnopsychiatrie, vous émettez des réserves. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que quand on a lu Devreux, on ne voit pas l'intérêt de lire ceux qui se réclament de lui, quoi. Bon, donc me voilà avec mes Bambara. Mais si vous voulez, une vie de chercheur, il ne faut pas mésestimer quelque chose de très très important. C'est qu'on va prendre des mots qui sont en vogue, là, la sérendipité, là, le kairos. Voilà, Breton parlait du hasard objectif, c'est mieux du reste. Et le fait de tas de hasards dont on arrive à faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc je me suis retrouvé un moment parrain de l'Association des médecins africains en France. Mais tout ça, si vous voulez, il est absolument impossible, à moins de se bourrer le mou, de raconter son expérience professionnelle en psy comme une trajectoire rectiligne. C'est pas l'armée. Puis déjà, pas sûr pour l'armée. Donc, c'est fait des tas de rencontres dont on fait quelque chose ou pas. Ou pas. Oui. Moi, je suis en Afrique. Emmanueli, mon ami Emmanueli, Xavier Emmanueli, me dit, fais quelque chose. Tu veux aller à Bamako? Je fais, oui, je vais à Bamako. Bon, avec mon tropisme africain, je vais à Bamako. Bon, je monte ce SAMU social, avec des gens très bien. En France, très épaulés par des personnes dont je vais dire le nom, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Marine Quenin et Delphine Lenné, mais le milieu psy, personne ne les connaît, je pense. Je monte cette affaire. On se balade la nuit dans les quartiers les plus excentrés ou les plus excentriques. Bon, dans les grands boulevards suréclairés sur 100 mètres et obscurs le reste du temps. Dans les vénelles séditieuses. Bon, et je rencontre des mômes, c'est des enfants qui ont fait la guerre. Bon, j'en parle quelques années plus tard à Vanier, il me dit, il y a un séminaire à l'IREM, Institut de recherche école militaire, dirigé par Michel Battesti. Tu pourrais y parler une fois, j'y suis resté 3 ans. J'allais un mardi par mois pendant 3 ans. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc il n'y a absolument rien de linéaire. Rien. Je rencontre un môme à Bamako, rescapé du Libéria, qui a porté sur son dos un autre gosse, qui a été enfant soldat, qui a vu qu'on laissait périr son copain, sans le moindre signe d'adieu, rien, qui l'a transporté, qui lui a sauvé la vie, qui l'a transporté jusqu'à Bamako, qui nous l'a jeté devant le service SAMU social, qui est parti s'enfuir, terrorisé par tout, enfin terrorisé. On demande aux commerçants, aux mendiants, aux camionneurs, à tous ceux qui connaissent bien la ville, les flics, les putes, tout ça. On demande, vous n'avez pas vu un grand échalas, etc. Parce que le type qui a été jeté, on l'a amené à l'hôpital des urgences, à Bamako. Autrement, il serait plus de ce monde. Et on voit ce grand type, là, affamé, échevelé, pas bien. Les infirmiers se précipitent sur lui, disant « T'as sauvé la vie de ton copain, t'es un héros. » Il se met à nous incendier. « Je ne suis pas un héros, et moi, je retournais là où j'ai failli mourir. » Il le dit en bambara. Je ne comprends pas ce mot-là de bambara. Je connaissais les mots pour dire la vie, la mort. Là, je ne les ai pas oubliés. Je connais C'est quoi ce mot-là? C'est un mot, on dit mourir, mais pour les animaux. Et là, je parle avec lui. Traducteur, je parlais un peu bambara, ça le surprend de voir un toubab, un blanc parler un peu le bambara, mais un peu, c'est tout. Je lui explique qu'on ne peut pas retourner sur les lieux
qui sont des sorties, c'est formidable, c'est son courage, mais on ne peut pas retourner sur les lieux. Et lui, il est comme un... Vraiment, il n'est pas avec nous, on ne sait pas où il est là. On lui propose de le mettre dans le centre, il nous suit, parce que... Non pas parce qu'il a envie de venir, mais parce qu'il aurait suivi n'importe quoi, n'importe qui. Puis je vais voir mon copain Baba Koumaré, là, qui a monté en Afrique de l'Ouest le meilleur centre de toxicologie là, pour les toxicomanes, Dieu sait qu'il y en a. Bon. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais vendredi matin? Il faut que tu sois là. Je dis, pourquoi? Tu verras, ça c'est comme ça au Mali, on dit pas. Bon, c'était jeudi, vendredi matin, j'arrive à l'hôpital, j'entends les tambours. J'entends les tambours. Puis je vois les gosses et les familles du voisinage qui sont là. Parce qu'il y a un psychodrame thérapeutique dérivé du théâtre traditionnel malien où on distribue des rôles. Et le type qui dirige ça, qui est Adama Bagayoko, qui est un pote, maintenant, on échange de nouvelles. Il n'est pas sur WhatsApp parce qu'il n'aime pas tout ça, mais n'empêche, les lettres arrivent quand même. Bon. Du coup, on est content. Il invente des pièces comme ça. La pièce qu'il avait inventée, c'était le retour du fou au village. Ah, moi, j'étais abonné après à ce truc de côté bas, d'ailleurs. Et on me demandait de jouer. Alors, je faisais le blanc idiot, quoi. Ça m'allait très bien. Bon, ça m'allait très bien. J'ai dit, Namou, j'écoute. Bon, j'étais formidable. Comme blanc, ça allait de soi. Comme idiot, je sais le faire. Bon. Et je dis à mon pote, là, comédien, je lui dis, écoute, voilà... On a un enfant, un adolescent, je lui raconte l'histoire, il fait « Ah bon, pas de problème, ça. » Comment c'est pas de problème? Pour moi, c'est un problème. Non, attends, je vais faire une pièce, un canevas de pièces sur les enfants des rues, les enfants soldats. Il y a le festival de théâtre à Bamako, la semaine prochaine, oui. Bon, on va le jouer dans la rue, et puis tu viens avec tes gosses. Ah bon, d'accord, pas de problème. Ça serait comme ça. Hein. Alors, ils se mettent à jouer. Il y a tous les enfants des rues, les membres rescapés de la guerre, là, qui sont là avec moi, puis avec les copains. Là. J'en connais, c'est son nom. Adama Dao, enfin les copains, quoi. Les dames aussi. Gangwa Traoré, voilà. Je dis des noms qui ne diront rien, mais si par miracle mes copains africains entendent votre poste, ils sont bien contents. Et ils jouent. Et Adama, il avait créé un canevas. Je l'avais un peu aidé à retoucher. Il me l'avait demandé. Bon, et tout d'un coup, voilà le type qui dit, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Il bouscule tout le monde. Ils sont pas polis. Il bouscule tout le monde et commence à jouer son truc. Adama dit, on va le laisser faire. C'est lui le chef d'orchestre. C'est toi qui mène. Il a joué son truc. Il a joué les violences, tout ça. Il s'assied. Il dit, c'est plus la peine d'aller au Libéria. C'est que des histoires comme ça. Ah oui. Alors, voilà. Donc, comment on revient de ça ici en France Comment on transmet comment on revient ça je vais vous dire. Oui. C'est pas compliqué. Laurent Levagresse m'avait invité à ce qu'il appelait, parce que c'est son côté comme ça, un peu homme de spectacle, la nuit de Bamako. La nuit de Bamako avec Olivier Douil. Bon, ça fait un peu Patrick Sébastien, mais enfin bon. La nuit de Bamako, où je raconte les choses. Et j'ai un mal de chien à raconter ça. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en Afrique, évidemment, j'étais invité dans les facs. Quand Lévi-Strauss est mort, j'ai fait je ne sais pas combien, 3 conférences au Mali sur Lévi-Strauss. C'est dans le journal, le soleil du Bamako, il y a ma bouille. Et puis Lévi-Strauss écrit avec un Y, hélas. Bon, et en Afrique, j'arrivais à parler de ça. Et à chaque fois que j'essayais d'en parler en France, moi, j'étais au bord des larmes. Je disais, toi, tu vas pas dégouliner. Le public français est impitoyable. Le public africain, c'est pas le moment de te dévisser dans les Kleenex. Et puis après, ce que vous engrangez quelque part comme expérience, ça vous permet de comprendre d'autres trucs. Ce que j'ai engrangé comme expérience en écoutant les patients gravement mélancoliques, hypocondrie mélancolique, et là j'ai rencontré Xermaric. Voilà.
une chance inouïe. J'ai rencontré Xermac, qui était un copain d'Emmanueli. Donc tous les dimanches matins, on se retrouvait chez le marchand de vin, là, de Pinard, rue Daguerre, et on discutait du Cottard. Est-ce qu'il peut y avoir des moments de négation d'organes chez des gens qui ne sont pas psychotiques, etc. Qu'est-ce que c'est que ce blanchiment des surfaces corporelles? J'intègre l'équipe psychiatrie précarité. Ce que j'ai appris là, ça m'a permis de mieux comprendre le rapport à la douleur, à l'anesthésie chez les enfants des rues. Au fait qu'un os qui est convenablement, vraiment soigné, nourri, habillé, hein, nous dit au bout d'un mois, mais pourquoi tu t'occupes de moi puisque je suis mort? Ah ouais, Vlan. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on parle avec lui, on est avec lui, et on dit aux équipes, mais c'est quand même pas si mal qu'il parle de ces drames. Mais ne vous jetez pas là-dessus comme, comme des bestioles affamées sur un bout de bidoche. Il va raconter son histoire tranquillement. Tranquillement. Parce qu'on a aussi reçu des cahiers de traumatisme. Ah oui, des cahiers de traumatisme où tous les gosses devaient remplir, c'était je ne sais pas quelle association ONG à la con, qui envoyait des cahiers de traumatisme. Alors il fallait remplir, il fallait que chaque gosse remplisse son cahier de traumatisme. Raconte ton histoire, dessine ton histoire, etc. On avait... un peu une sorte de protocole. Oui, complètement con. Et on avait, je ne sais pas, reçu quelque chose d'immense dans les 800 à 1000 cahiers de traumatisme. Mais c'est formidable parce qu'on avait besoin de papier pour allumer le feu sous les canaris. Alors, les femmes qui faisaient la cuisine, elles étaient très très heureuses. Donc, on a donné à la bougie pendant 3 mois, ou 3 mois, il ne faut pas exagérer, pendant 3 jours, le nom de cette ONG. Puis une fois ça a été digéré, on n'en parlait plus. Ah oui, un cahier de traumatisme. Il faut savoir que dans des centres comme ça, les 2 personnes les plus importantes, c'est pas le psychiatre, c'est pas le médecin, c'est pas le psychologue. Et c'est pas l'infirmière non plus, quoique si quand même, des fois, ça fait du bien d'avoir des plaies qui sont soignées. Mais les 2 personnes clés, c'est la cuisinière et le chauffeur. Et le chauffeur? Donc il y a la puissance de se déplacer tranquillement, à l'aise. Ouais, ça c'est un fort. Les cuisinières, ils sont jamais emmerdés, les cuisinières. Jamais. Donc les gosses, ils me disent, oui, t'es psychologue ou psychanalyste, ils ont du mal à articuler ça. Mais c'est bien, mais ils pensent tous que je suis sous les ordres de la cuisinière. D'accord. Wow. Pourquoi pas? Non. Et cette expérience-là, ces rencontres-là, c'est ce qui a nourri pendant longtemps votre écriture sur l'exclusion, la précarité, oui, l'exil. Alors, sur l'exclusion, oui, parce que je sais pourquoi ça. Je peux vous répondre très simplement, pour 2 raisons. D'une part, parce que je suis fasciné, et ça c'est l'histoire avec ce patient que j'ai à peine esquissé, par ces moments où le sujet mord, reprend goût à la parole, mais c'est physique, il mord dans la parole. Du coup, ça se sculpte. Le larynx remue, enfin, quelque chose comme ça. Parler, c'est mordre. Dans la pomme du langage. Vous n'êtes pas chassé du paradis. Parce que de toute façon, vous n'y étiez pas. Bon. Ça, effectivement. Et ensuite, par ces moments où le sujet est désabonné de l'érose de son corps. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est la réanimation. Quoi. Oui. Ben oui. C'est pas étonnant, je m'entends bien avec Emmanueli qui a commencé comme anesthésiste. D'accord. Moi, je m'intéresse à la réanimation. Il a commencé comme anesthésiste. C'est-à-dire, les 2 font la paire, quoi. Ouais. Il y a quelque chose de vivant en même temps dans les rencontres que vous avez faites. Vous parliez de mon écriture. Oui. Je suis le moins bien placé pour en parler. Je déteste me relire. Voilà. Je déteste ça. Là, je vais essayer d'être gentil avec moi, de dire que je viens de sortir un bouquin formidable sur Freud, mais je déteste me relire. C'est un truc que vous avez relu très certainement. Ah non, mais ça, avant l'édition, je relis, j'ai des angoisses, j'ai des sueurs froides, j'ai des nuits blanches, je ressors mes trucs, je regarde mes notes, enfin, complètement dingue. Bon, mais après, une fois que c'est sorti, je pense à ce qui va arriver. Alors là, moi, j'écris sur le jazz, et voilà, ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est votre c'est ma passion. Enfin, la psychanalyse, c'est ma passion, le jazz, c'est ma passion, l'anthropologie, c'est ma passion, etc. Donc,
L'anthropologie, on n'en a pas trop parlé. Non, bon, on peut. On peut. Comment ça vient nourrir votre pratique de clinicien Oui, alors là, c'est les questions redoutables. Ah. Voilà, la question. Mais d'une manière clinique, je veux dire. Oui, non, je comprends, je vais essayer de serrer ça. Premier point, l'anthropologie permet de réinterroger un certain nombre de données qu'on va appeler rapidement symboliques, c'est-à-dire qui répartissent les dons, la dette, l'échange, la transmission, tenues pour trop canoniques par le milieu psychanalytique qui, à mon avis, commet deux bévues. La première, c'est de croire que la société commence par la famille, un bévue qui a été très clairement épinglé, avec sa rigueur, son humour, son absence d'hostilité vis-à-vis des psychanalystes par Godelier. Godelier, il a écrit des bouquins, un bouquin, je crois, avec Jacques Assoun, pas quelqu'un qui est anti-psychanalyste, mais c'est une erreur de penser que la société commence par la famille. Bon. Alors, c'est sans doute notre fidélité au vieux thème de totem et tabou, qui est une espèce de truc délirant, tout à fait intéressant, tout à fait passionnant, c'est-à-dire délire fécond, enfin bon. Et l'autre erreur, c'est de considérer que la différence fondamentale, c'est la différence des sexes. Et la psychanalyse, bien sûr que ça existe, la différence des sexes. La différence fondamentale, c'est la différence entre les vivants et les morts. Alors après, cette différence des sexes, elle est traitée autrement selon les cultures. Autrement. Alors, l'erreur fondamentale, c'est de considérer que c'est la famille, on va dire, bourgeoise, la famille traditionnelle, c'était quand même beaucoup plus complexe qu'on le dit, qui représenterait l'état maximal des conditions de la transmission symbolique d'une génération à l'autre. Voilà, là, on est complètement dans les choux. Alors, je pense que l'anthropologie permet d'être plus libre avec ça. Bon, premier point. Bon. Deuxième point, c'est différent, c'est qu'effectivement, avec des patients de culture étrangère, l'anthropologie peut servir, à condition de ne pas les enfermer dans des prototypes de leur culture. Quand même trop vu dans certaines consultations que je ne localiserai pas, quelqu'un arrivait en courant en disant « Ça y est, j'ai un patient comorien !» « Ça y est, j'ai un patient ceci, cela !» J'ai accompagné dans certaines consultations dont je tairais, on ne va pas repérer où c'est, les protagonistes s'en souviendraient, un patient sinistrosé algérien. Moi, j'étais parti en vacances, ça peut m'arriver, je reviens. On lui a pris rendez-vous dans une consultation d'ethnopsie. J'étais pas très content, mais enfin pas tout. Allons voir ce que c'est. Et il commence à raconter son problème, qu'on était en train de régler, en partie. Alors. Et là, tout le monde est là, sur lui, se précipitant sur lui, comme les mouches sur la tartine de crème du petit tailleur. Il était là, disant oui, mais c'est vrai, mais enfin, quand même, dans votre culture, on parle des djinns. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des djinns qui sont venus ? Le type a pris sa chaise, il a fracassé au sol, il a dit foutez-moi la paix, je suis un militant communiste, arrêtez avec les djinns. Il ne faut pas en clore, mais là où Georges Devreux, bien sûr, avait parfaitement raison, c'est en disant quand on vous parle de fantômes, de revenants, n'allez pas tout de suite penser d'hallucinations qui n'ont pas l'air de l'automatisme mental, quoi, qui ne sont pas persécutives, qui doublent un peu la vie du sujet. N'allez pas tout de suite ouvrir l'armoire à pharmacie, il faut mieux ouvrir vos oreilles. Bon, ben c'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai que l'anthropologie permet peut-être un pas de côté par rapport à la psychanalyse, et pourtant l'anthropologie fait de moins en moins partie du parcours licence-master des psychologues actuels. Oui, mais c'est-à-dire que l'anthropologie et la psychanalyse sont un petit peu sinistrées dans les parcours, parce que tout ce qui a trait avec la complexité du sujet désirant et du sujet désirant transmettre aussi, pas uniquement désirant prendre son pied dans l'existence, cette complexité-là, elle est abrasée. Alors là, je crois que Roland, il n'a pas tort d'enfoncer le clou, comme il le fait inlassablement. Le néolibéralisme voue à une solitude qui est à la fois immédiate. Au fond, il n'y a pas beaucoup d'inventivité dans le lien social,
mais aussi une solitude dans sa propre histoire par rapport à sa propre généalogie. Si le prototype de l'individu libéral, c'est comme le disait Legendre avant de déraper pas mal quand même, le me, myself and I, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se dire le moins du monde en dette de transmission vis-à-vis des ambiguïtés de ce qu'on a reçu, hein. On devient en dette de transmission vis-à-vis du miroir. Oui, l'anthropologie. Et puis ça me passionne, moi. J'ai le voyage chevillé au corps et ça me passionne. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il faut des dispositifs symboliques, que la vie en tant que telle, le bios, ne suffit pas à la vie, que le corps ne suffit pas au corps, il n'y a pas que le sommeil, et que la mort ne suffit pas à la mort, il faut du rituel. Je suis persuadé que c'est ça. C'est sur cette triple insuffisance, ce qui manque à l'homme, que l'anthropologie travaille. Voilà. Et elle travaille aussi sur, depuis Altab, en quelque sorte, Gérard Altab, que j'ai peu connu, mais bien connu, parce que chaque fois qu'on se parlait, c'était pour se parler, vraiment. S'intéresser aux effets de la globalisation, c'est quand même pas mince. À l'imposition des normes de santé, à l'imposition d'un certain nombre de normes, et la pirouette de l'OMS qui dit qu'il faut prendre au sérieux les tradis praticiens. Oui, il faut les prendre au sérieux, mais faut pas non plus célébrer que le credo, comme quoi pour les pauvres, il faut une médecine de pauvres. Enfin, l'anthropologie est politique. Elle est directement politique. La psychanalyse, de temps en temps, se rappelle qu'elle est politique. Alors, on sort à tour de bras le discours du capitalisme de Lacan, comme si c'était l'ouvre-boîte universel pour comprendre les ressorts économiques du monde moderne. Moi, je veux bien, mais... Certains ont écrit sur la post-modernité, l'hyper-modernité. Oui, là, on en fait des tartines. On est dans l'hyper-post-sur-modernité. On a mis... de l'amitié pour lui. Enfin, pas des intimes, mais c'est des gens avec qui, quand on se parle, il y a de l'amitié. Donc je dis, mon ami Marc Auger, il en avait un peu ras-le-bol de cette hyper-postmodernité et de ces invraisemblables théories du déclin qui fait qu'on se transforme en Himalaya lacrymatoire au lieu de comprendre les situations. Oui. C'est Serge Le Sourd qui parlait de parlotte. Oui, Serge Le Sourd, oui. Ah ben, j'ai bien connu Serge. Et on s'est autant aimé qu'engueulé. Je pense même que pour normal. S'engueuler au point où on s'engueulait, c'est qu'on s'aimait bien parce que c'était le prélude à de formidables réconciliations. Et il était un peu décliniste, Serge. Donc c'est une position. Enfin, quoi, c'est quoi le temps d'avant? C'est quoi le temps d'avant qui était si merveilleux? Rigoler ou quoi? En tout cas, ça fait de vous quelqu'un d'engagé à plusieurs niveaux, on peut le dire comme ça. Oui, mais alors militant, c'est pas sûr. Mais militant, non. Et en même temps, j'ai un exemple en tête comme ce que vous avez pu écrire par rapport à la résilience, justement. À la résilience Vous avez proposé un autre terme, la suradaptation paradoxale. Ouais. Et ça, je l'entends comme quelque chose d'engagé. Non, mais la résilience, c'est le retour du moi fort. Voilà. Enfin, si quelqu'un d'hyper traumatisé s'en sort, c'est puisqu'il a rencontré des gens. C'est pas parce que en lui-même il a un principe de résilience. C'est trop la mise en avant des monades autosuffisantes, etc. Cyrulnik, quand il parle de certaines choses qu'il a faites avec Marie-Rose Moreau, même si je suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, il a une présence humaine merveilleuse. Bon, non, évidemment, il apporte un grand secours à la maison Adèle Jacob. Bon, je ne sais pas si c'est de l'humanitaire, mais en tout cas, c'est indéniablement la poule aux œufs d'or. Mais ce truc de résilience plaît. Bon. Et pour de bonnes raisons. Puis ensuite, pour de mauvaises, soyons clivés. De bonnes raisons, parce que quand même, moi, je travaillais avec les équipes d'éduc aussi. Et le message de Boris Cyrulnik était un message, au fond, très salutaire. C'est pas parce que vous avez été maltraité que vous serez maltraitant. C'est parce que votre papa est alcoolique que vous allez finir dans un cruchon de vin. Bon, c'était salutaire, parce que je peux vous assurer
qu'il y a 30 ans de ça ou 35 ans de ça, les causalités style dégénérescence à la Zola, c'était vraiment dans la tête des professionnels. Mhm. Bon, formidable. Maintenant, mettre en avant pour justifier cette absence de fatum, destinée fatale, concept de résilience, ben, quand vous êtes sur le terrain, ça colle pas. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, moi je me suis surtout occupé des adolescents, hein, qui vont bien, mais au prix d'une atrophie psychique absolument extraordinaire, et aussi parce qu'ils règnent en despote sur un petit groupe d'enfants complètement intoxiqués. Alors, dire qu'ils sont résilients, donc, j'ai appelé ça la suradaptation paradoxale. On peut l'appeler autrement, je m'en fiche. Il paraît que dans l'oreille d'Emmanueli, quelqu'un aurait dit c'est pas de la suradaptation, c'est de l'hyperadaptation. Moi, je veux bien. Si c'est qu'on appelle ça hyper-suradaptation, c'est comme post-super, hyper, post-modernité. Donc, bon, ça va, quoi. Ça va comme ça. Mais les équipes, elles voient arriver un caïd. Puis tout d'un coup, ce caïd, il a le palu. On peut craindre le neuropaludisme. En clair, qu'il y passe. Mhm. Voilà. Ah, il faut l'amener à l'hôpital. Ce sont des urgences tourées, donc. Eh ben, on le fait sortir de son carré de rue. On a affaire à, comme le disait Conrad Stein, un nourrisson dans les corps d'adulte, quoi. Complètement affolé. Complètement affolé. On l'emmène à l'hôpital, je promets de revenir le voir. Et à l'hôpital, le lendemain, il dort, sous perf. Le surlendemain, il est encore sous perf, il dort un tout petit peu. Je lui dis bonjour, il remet le bonjour. Et 4 jours après, j'y suis encore, bien sûr. J'ai promis de venir le voir pas longtemps, mais tous les jours. Donc, ouais, quand même, faut tenir sa promesse. Et là, on me dit, c'est un anorexique mental. Ah bon, un anorexique mental ? C'était l'équipe qui me dit ça, un anorexique mental. De temps en temps, ils aimaient bien les mots comme ça. Ils aimaient bien résilience. Il faut dire que Boris Cyrulnik, ça se lit vite. Bon. Et qu'est-ce qu'il ne mange pas ? Non. Alors, l'infirmière était enquiquinée, mais alors, bouillie de mille à côté, là. Il ne mange pas. Donc, je lui dis, bon, tu veux pas manger ça, mais moi j'ai faim, il faut que tu me nourrisses. Il prend la cuillère. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit oui, mais au niveau du transfert, est-ce que c'est véritablement orthodoxe ? Il a pris sa cuillère, il me l'a mis dans la bouche. Là, j'ai beaucoup de qualité parce que je n'aime pas du tout la bouillie de mille. Et je lui ai dit, ce que tu as fait pour moi, il faut que je le fasse pour toi. Il bouffe. Puis moi, je lui ai dit, t'es grand, hein ? Tu ne peux pas te nourrir tout seul. Alors voilà comment Olivier Douville a guéri un cas anorexique mental en ne met pas 10 minutes. Donc là, je veux dire, il ne faut pas m'ennuyer en disant, moi je fais des thérapies brèves. Moi je fais des thérapies super brèves. Super brèves. Voilà. Mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quelque chose qu'on appelle le transitivisme. Que tout est passé chez l'autre. Il faut bien que le corps récupère quelque chose de libido, mais par le détour de l'autre. Ça, c'est le b.a.-ba. Et alors après, il a passé à 2 doigts de laisser sa peau, mais enfin bon, ça va. Tourner dans la rue, un peu plus calme, un peu moins suradapté, comme on dit. J'ai des histoires comme ça, j'en ai plein mon sac à malice, là. J'imagine. Bon. Mais j'en ai plein. Un jour, j'écrirai sur Bamako. Oui. Mais c'est un projet. Oui, mais là, je crois que faudrait qu'il y ait, je sais pas, un étudiant ou une étudiante d'école de journalisme qui vienne avec son magnéto, qui se dépatouille. Avec ce que vous raconterez. Ah ouais. Un jour peut-être. Et alors, au regard de tout ça, qu'est-ce que vous diriez de la possibilité d'une pratique qui se revendique de la psychanalyse, de l'anthropologie, etc. aujourd'hui ? Quelle place pour ça encore aujourd'hui ? Si c'est dans l'exercice privé, moi, j'ai aucun problème. À l'université, il faut se bagarrer. Il faut se bagarrer à l'université. On nous présente souvent l'infortune de la psychanalyse à l'université comme étant la lutte impitoyable des cognitivistes. Et c'est vrai. D'abord, ils sont plus jeunes que les cliniciens. Ah oui. Ça prend quand même beaucoup plus de temps
d'avoir une bonne formation analytique, une formation TCC. Bon. Cela étant, il y a des TCC qui réussissent très bien leur boulot. Et j'en ai 2 en contrôle. Bon, donc, la vie est plus compliquée que ça. Mais l'université, c'est la simplification maximale. Bon, mais il ne faut pas oublier que les écoles de psychanalyse sont livrées à des luttes fratricides à l'université. Et qu'elles portent une responsabilité énorme dans la dégringolade de la psychanalyse à l'université. J'ai vu, je ne dirais aucun nom, dans les commissions recrutaient les nouveaux collègues, des gens blêmir parce que celui-là était lacanien, parce que celle-là se réclamait de Dolto, ou tout simplement parce que celui-là n'avait pas lu Lacan mais était un excellent freudien. Blêmir. Alors, moi je posais toujours la question, mais vous pensez que ce serait un mauvais enseignant? Et la réponse était pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. C'est vrai. On fait mine que non, mais c'est pas vrai. Les écoles ont voulu s'approprier des labos, ont voulu s'approprier des facs, etc. Et il fallait pas, c'était pas bon d'être du mauvais côté. Pendant ce temps-là, évidemment, les cocos, les cognitivistes comportementalistes, ils étaient au spectacle, ils buvaient du petit lait, ils applaudissaient, play it again Sam, et voilà. Maintenant, c'est très difficile de penser que ce qui a disparu va réapparaître, comme le phénix renaissant de ses cendres, à l'identique et un peu plus ripolliné. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des grands bastions de la psychothérapie institutionnelle, il faut les tenir. La revue Institution est une excellente revue. Ce qui se passe à la Borde, c'est formidable. Vous y êtes allé, à la Borde ? J'ai jamais travaillé à la Borde. J'ai été invité à 2 reprises par mon ami Michel Le Carpentier à parler à la Borde. Ça a toujours été un bonheur. Mais autre chose va apparaître. Autre chose va apparaître. Si on s'obstine à vouloir espérer que tout soit comme avant, où c'était l'âge d'or, on va dans le mur. Ce qui n'est plus ne réapparaîtra pas comme c'était. Voilà. Alors là, il y a quelques jours, vous avez sorti votre dernier livre. Alors, dans quelques jours, mon éditeur, qui me fait confiance, qui a pris le risque de sortir un bouquin qui représente 10 ans de travail, mais ce n'est pas 10 ans de travail acharné, qui s'appelle La psychanalyse dans le monde du temps de Freud. Sous-titré Chronologie. Ouais, Chronologie. Qui change des publications antérieures que vous avez pu faire, justement. Dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je vous dis, j'aime pas me relire, il y a quelque chose qui surnage, que j'aime bien relire, et qui s'appelle De l'adolescence errante, Variation sur les non-lieux de l'identité, qui est un truc que j'ai écrit pied au plancher, en 5 jours, sur l'errance. Et là, je trouve que j'ai réussi mon coup. Voilà. Il y a un style, il y a un souffle. Bon, c'est parfois mon défaut, des phrases qui pèsent lourd comme une purée de manioc, mais il y en a très peu. Et c'est un livre qui, de plus, est dédié à la mémoire d'un musicien romantique de jazz des années 20 et 30, enfin plutôt début 30 et 31, Léon Biggs Beiderbecke. Voilà, j'ai réussi à caser du jazz. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. C'est casé. Biggs Beiderbecke, à la mémoire de Biggs Beiderbecke. Voilà. Bon, j'ai écrit plein de trucs. Il y a aussi un autre livre que j'aime bien, c'est un collectif, Guerre et Trauma, où on a un merveilleux texte de Nedra Ben Smaïl sur le retour des jeunes Tunisiens djihadistes. On a des choses pas mal. Et où j'ai fait un article auquel je tiens, mais dont l'essentiel de l'information va infiltrer quelques années de la chronologie, sur les psychanalystes pendant la Première Guerre mondiale, l'autre sur Fanon, et le troisième c'est la seule trace trouvable, parce que j'écris dans des tas de revues, il faut faire des fouilles maintenant pour les trouver, sur mon travail en Afrique. Bon, alors récemment, mais passez-moi le bouquin parce que... Psychanalyse dans le monde du temps de Freud, Chronologie, chez les très courageuses éditions RS, dans la collection qui maintenant s'appelle Entre les lignes. Voilà. Entre les lignes. Alors déjà, si vous lisez toutes les lignes et qu'ensuite vous lisez Entre les lignes, vous avez du boulot. Bon. Alors, comme présentation,
On voit Freud à côté d'un globe, là. Mhm. On a l'impression qu'il est en train de passer son bac de géo. Non, c'est un très joli bouquin. Et puis il est épais, donc ça c'est utile d'avoir des livres épais, parfois ça permet de caler les choses. Mais ça a commencé cette affaire-là Oui. il y a une vingtaine d'années, où je travaillais avec Michel Cadoret, dont j'ai déjà parlé, qui a sorti un livre magnifique sur l'adolescent chez Duno, mais il y a un bout de temps, hein, avec la trombine de Rimbaud en couverture, ça... C'est son Big Spiderback à elle. Et j'avais fait l'histoire des revues, du temps de Freud. Puis en voyageant, que ce soit Amérique du Sud, Chine, Inde, n'importe. Bon. Je dis aux gens, mais c'est quoi l'histoire de la psychanalyse chez vous? Ah ben il y a un machin qui travaille dessus. Ou je vais chercher des documents, comme un musée là, qui a brûlé, le musée d'anthropologie de Rio de Janeiro, etc. Évidemment, je lis toutes les correspondances, enfin, je lis beaucoup de choses, les travaux d'historiens. J'ai accès à des documents par les correspondants de la revue psychoclinique. J'ai accès à des archives par les bibliothécaires de Villévrard. Et puis, je fais mes propres recherches. Bon. Et c'est une chronologie, une mise en ordre des faits. Les faits essentiels y sont. Bon. Oui, pays par pays. Oui, Erès m'a demandé de chapitrer, voilà. Oui. J'ai été chapitré pour chapitrer et j'ai chapitré. Et c'est mieux, c'est plus confortable. Ami lecteur, tu pourras faire des haltes. Ami lectrice aussi, tu pourras faire des haltes, bien sûr. Et puis voilà, moi j'ai un petit démon, pas méchant, mais il insiste, qui est aussi de dire que certains petits détails peuvent éclairer. Donc il y a beaucoup de choses sur la réception de la psychanalyse, à la fois par les grincheux, les atrabilaires, les hostiles ou les épatés, mais également comment ça s'est inventé dans des contextes extra-européens, pour certains marqués par la colonisation, pas tous. Les contextes extra-européens non marqués par la colonisation qui sont dignes d'intérêt, par exemple le Japon. Et j'ai vu que le nombre de chocs, si je veux dire, du freudisme, quelle que soit par ailleurs la qualité de compréhension, était considérable. Considérable. Que ce soit aux États-Unis pendant la Harlem en naissance, que ce soit au Brésil, en Argentine évidemment, mais très vite, hein, dès le début, que ce soit de façon un peu par des biais de travers, comme en Équateur où c'est un romancier proche des causes indiennes qui écrit, en Russie, où si Lénine était rétif, Trotsky était intéressé, puis pendant longtemps, enfin quelques années, avant que ce soit vraiment interdit sous Staline, la psychanalyse et les courants de pédagogie ont fait bon ménage. En Chine, dans la première révolution anticonfucianiste 1920, on réhabilite le bouddhisme, le taoïsme, mais aussi Marx, Russell et Freud. Enfin, là, j'étais assez estomaqué. Alors, évidemment, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ceux qui étaient sur les deux disciplines, anthropologie et psychanalyse. Non pas 50% anthropologie et 50% psychanalyse, mais 100% des deux. Alors, évidemment, Guizarroheim, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Dont un qui a vécu en Afrique du Sud et qui a pris en charge un guérisseur sud-africain qui était exilé à Johannesburg et qui servait comme garçon de restaurant avec toutes les rebuffades qu'on peut imaginer, hein, bon, et qui était considéré dans son village comme quelqu'un qui avait des talents innés de guérisseur. Le psychanalyste devient anthropologue, alors il est invité dans la famille, il étudie le village, etc. Il se dit Oedipe, ça suffit pas, donc il sort son bouquin Black Hamlet, et ce bouquin qui fait un tabac dans les mouvements de la Harlem en naissance, vous savez, fin des années 20, début des années 30, les grands héros de la Harlem en naissance, c'est le photographe John van der Zee, c'est les écrivains Langston Hughes, c'est évidemment les grands musiciens de jazz, dont Duke Ellington. Deuxième. J'arrive toujours. Et voilà, et l'anthropologue Zora Neale Hurston travaille les textes de Freud. Tagore va rencontrer Freud en 26, c'est un échec. C'est une entrevue qui ne parle pas très très bien, donc
Il se remettra à goûter la psychanalyse 6 ans après. Mais entre-temps, à Calcutta, il y a des mouvements, des grands mouvements d'indépendance qui réadaptent la psychanalyse, qui la réinventent. Enfin bon, voilà. Tout ça, moi, ça me passionne. Alors que dans le même temps, on voit des gens extrêmement terribles, comme Jones, qui a une théorie sur les Irlandais qui est absolument épouvantable, qui crache évidemment sur les mouvements d'émancipation irlandaise. Enfin, donc, traversés complètement par le politique, y compris dans la question des foules, quoi. Et alors, moi, je crois, en fait, plus fondamentalement, une chronologie, c'est pas un travail d'historien. Disons que c'est à l'historien ce que le boucanier est au pirate. Voilà. Mais c'est un travail qui permet de dire ça a eu lieu, c'était là, c'était quand, et il y a un index par nom, il y a un index par période. pays, et il y a une découpe par période. C'est un outil de travail. Un outil de travail pour se référer aux périodes et à ce qu'il pouvait entourer les écrits de Freud, ce qu'il pouvait vivre. Puis les grandes querelles, la féminité, la querelle du phallus, ça c'est une expression à la Lacan, assez juste. Et bien sûr aussi toutes les questions sur la psychanalyse d'enfant. Dernière question, qui est un petit peu en décalage avec la lecture du livre, mais pourtant ça me vient de la lecture du livre. À un moment, vous parlez de Élise Muller, et vous aimez le jazz, vous aimez tout ce qu'il y a de créatif finalement. Je me suis demandé si vous aimiez aussi tout ce qui était ce qu'on appelle art brut. Ce mot, art brut. Vous le diriez comment? Il y a l'outsider art. L'art des fous, comme dirait Michel Rochat. Mais oui, bien sûr. Je m'intéresse beaucoup à ça. Là, j'ai suivi de près des thèses sur ce qu'on pourrait appeler l'art brut. Ça pose des vraies questions, en fait, qui ne sont pas esthétiques, qui ne sont pas seulement esthétiques. Alors, il y a une variété d'art brut qui m'a beaucoup intéressé, mais ce n'est pas de l'art, au sens où c'est pas fait dans une dimension qui aurait partie liée avec l'esthétisme. C'est les fous littéraires. Alors là, les fous littéraires, ça me passionne. Brisset qui rentre chez lui, qui est chef de gare, est content, il y a 2 trains à surveiller par jour, c'est pas mal pour un psychoto. Il y a une certaine régularité. À l'époque, les trains, c'était vraiment comme ça, je crois. Du moins, il s'en est jamais plaint, lui qui se plaignait de tout. Et en rentrant chez lui, il entend des grenouilles. Nous, on entend que les grenouilles font quoi, et lui entend quoique. Et là, bam, le mystère de Dieu est révélé, la grammaire universelle. Non. Ça, les fous littéraires, ça m'a beaucoup impressionné. La forme épique que Queneau a donnée à la folie littéraire dans Les Enfants du Limon, assisté par son compilateur inspiré André Blavier, c'est une merveille. Alors, mais maintenant que je disais que ça pose des problèmes éthiques, c'est quand même une vraie question. D'abord, il y a des hospitalisés, j'aime pas le mot patient, qui font des choses merveilleuses. Mais ça les affole si on les expose. Bon. Ensuite, ça pose la question de à qui ça appartient. Est-ce que ça fait partie du dossier médical, à ce moment ça appartient à l'hôpital, ou est-ce que ça leur appartient à part entière? Ça leur appartient à part entière. Et puis qu'est-ce qu'on fera de ça quand ils seront morts? Si on considère que c'est une œuvre, il y a des questions importantes. Il y a tout un statut juridique de l'art brut qui doit être considéré. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir combien de créateurs ont pu être intéressés ou inspirés par ces choses dites de l'art brut. Combien? Beaucoup. Mais je n'aime pas le côté voyeuriste. On va voir l'art fait par les fous. Je vous flanque 5 ou 6 toiles faites par certains patients, 10 schizophrènes, réputés schizophrènes, à Villévra. Je les accroche dans une galerie d'art au milieu d'autres œuvres. Et puis il y en a qui ont des fêtes par des gens qui ont des problèmes psychiques, c'est quoi? Ils vont pas repérer que c'est ça. Il y a une dimension qui échappe complètement. Il n'y a pas un art paranoïaque, un art schizophrène, un art machin, un art ceci. L'art donne accès à une autre dimension. Par exemple, le pianiste de jazz Garnet Clark, hospitalisé pour héméphrénie,
Non, c'est pas héberphrénie, c'est pour héboïdophrénie. Ah. Soigné, je crois, par Ferdière. À Sainte-Anne, il y a un piano. Bon. Il est exténué. La drogue, les violences, exténué. La maladie aussi, titubard. Bon. On ouvre la salle. Il se met au piano. Il enregistre un tube de Gershwin qui s'appelle I Got Rhythm. J'ai le rythme. Il avait le rythme. Vous écoutez ça, vous ne dites pas, ah tiens, un schizophrène joue du piano. Il y a une dimension autre dans l'art. Vous jouez vous-même de la musique? Eh bien, j'essaye de ne pas trop exténuer le piano qui est là. Après avoir sans doute éreinté une batterie. Les copains avaient la bonté de penser que mes press-rolls sur la grosse caisse et que mes fantaisies sur la caisse claire, mes incongruités sur les dômes et mes petits coups de cymbales un peu trop sonores les propulsaient. Ben, je pense qu'ils ont dû les propulser chez un ORL parce que je tapais vraiment très fort. Sur ces dernières notes, ouais. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Ouais. Très singulier, merci beaucoup. Bon, ben, merci. Au revoir. Au revoir. Les débats immenses sur l'accueil, le soin, l'exclusion ou encore la guerre sont précisément ceux qui intéressent Olivier Douville. La notion d'aller à la rencontre d'un enfant ou d'un adolescent, au-delà d'un simple slogan superflu et contemporain, prend ici tout son sens quand il s'agit de travailler la nuit avec les gens du quartier, de faire des rencontres inattendues et de se balader comme Olivier Douville dans les villes les plus excentrées et les plus excentriques, pour rencontrer des enfants qui ont fait la guerre. Parce qu'une clinique est encore possible, pour peu que l'on désire encore sortir de son bureau pour aller à la rencontre de l'autre. Histoire de psy, ça vous a plu? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.